Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. Ce soir, on a l'honneur d'avoir avec nous Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivain. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Et également Monsieur Gamil Wada, analyste politique. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, plein de sujets à vous proposer ce soir, Mesdames, Messieurs. On va commencer par la France et la nomination du nouveau Premier ministre. On va également parler de la Libye et des efforts déployés par l'Égypte et les différents pays arabes pour la réconciliation dans ce pays. On va terminer, bien sûr, avec les projets inaugurés hier par Monsieur le Président au Nord-Égypte. Comme je viens de dire, il y a quelques heures, la France a nommé en fait le Premier ministre, le nouveau président investi tout juste hier, a nominé Édouard Philippe comme Premier ministre. Il faut dire que le gouvernement sera probablement annoncé demain. Juste après cette nomination, le président français Emmanuel Macron s'est dirigé vers l'Allemagne où il est arrivé il y a quelques heures. Tout de suite, nous allons commencer par un commentaire sur ce sujet, puis on revient pour plus d'explications. C'est donc Édouard Philippe qui a été nommé Premier ministre ce lundi après de longues heures d'attente. Emmanuel Macron a fait le choix d'un chef de gouvernement issu du parti Les Républicains. L'annonce de la composition du gouvernement devrait-elle être faite ce mardi? Il a été promis, resserré et ouvert en particulier vers la société civile. Emmanuel Macron recherche des femmes et des hommes qui ont de l'expérience politique mais aussi une crédibilité dans le domaine choisi. Hier, dans la foulée de son investiture, il a nommé Alexis Kohler, son ancien directeur de cabinet, secrétaire général de l'Élysée. Patrick Sterzoda, ancien préfet de Bretagne, a lui été nommé directeur de cabinet. Enfin, Philippe Etienne, ambassadeur de France en Allemagne, a lui été choisi pour être le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Depuis plusieurs jours, son nom revenait en boucle parmi les favoris pour Matignon. Avant d'entrer en politique, Édouard Philippe, natif de Rouen, devient avocat spécialisé en droit public. Il travaille pour le Conseil d'État avant de participer à la fondation de l'Union pour un mouvement populaire aux côtés d'Alain Juppé. Il devient maire du Havre en 2010 après la démission d'Antoine Rufnach. En 2014, il est élu dès le premier tour à la majorité absolue sous l'étiquette UMP qui deviendra les Républicains. Mais il se fait connaître sur la scène politique nationale en devenant le co-porte-parole de la campagne d'Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre. En mars, il quitte la campagne du candidat de la droite et du centre François Fillon suite à l'affaire Pénélope. Alors, Madame Farida, en fait, Monsieur Macron vient de nommer un Premier ministre. Il faut dire qu'on est resté très longtemps avant de savoir le nom. Il y avait beaucoup de retard. Est-ce que cela montre que ce n'était pas facile de trouver un Premier ministre aujourd'hui? Moi, je pense qu'il voulait trouver un Premier ministre qui soit l'expression de cette phase de la France. Donc lui, il n'est pas ni de l'extrême gauche, ni de l'extrême droite. Oui. Il est plutôt du milieu, je pense. Enfin, c'est plutôt modéré. Et il avait promis, après son élection, de représenter tous les Français, de servir tous les Français. Alors, je pense qu'il a tenu sa promesse. On ne s'emprisonne pas dans une seule orientation. C'est-à-dire que je crois que M. Édouard, je crois. Oui, Édouard. Il est plutôt juppiniste de Alain Juppé. Et donc, M. Alain Juppé est connu pour être, c'est vrai, c'est un gaulliste. Et comme nous, où tout le monde le qualifie de la droite, mais c'est la droite modérée, c'est la droite du général de Gaulle. Et c'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire c'était la gloire de la France à l'époque, et c'était des relations très, comment dire, correctes avec le monde arabe, surtout. Alors moi j'espère, parce qu'on ne va jamais oublier que Emmanuel Macron a critiqué la période de la colonisation française à l'Algérie. Donc c'est quelqu'un qui peut-être a un sens humain plus poussé que d'autres. Et personnellement, j'ai
grand espoir que ça va aller bien. Ouais. Alors, Monsieur Badra, en fait, le fait qu'il a choisi un Premier ministre qui n'est pas issu de son parti, qui est le parti en avant, est-ce que vous trouvez que ça a une signification? Absolument. D'abord, je suis très ravi d'être avec vous ce soir. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Je suis de même honoré d'être en présence de Mme Farida Al-Choubachi. Merci beaucoup. Merci. C'est une très belle question que vous demandez parce que c'est la première fois dans la 5e République française, depuis 1958, qu'un Premier ministre soit nommé du président d'un parti différent. D'accord. Habituellement, ça peut arriver, mais c'est dans le cas de la cohabitation. Pour essayer d'expliquer aux chers téléspectateurs, la géométrie du pouvoir en France est dans les mains du président, du Premier ministre, et c'est un système semi-présidentiel. Il y a ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle le Sénat, et toutes les deux, l'Assemblée nationale et le Sénat forment le Parlement. Le Premier ministre, habituellement, le président le nomme de son parti. Mais c'est une chose qui arrive pour la première fois. Pourquoi? À mon avis, parce que nous savons bien que Emmanuel Macron a fondé son parti en avril 2016. Oui. C'est un peu plus d'une année. C'est très récent. C'est très récent. Oui. Et il y a uniquement 260 000 membres dans son parti. Oui. Et au cas où, et puis j'aimerais dire aussi à propos de M. Macron, parce qu'il est venu avec son parachute sur la scène politique. Oui. C'est un jeune, il est habile, il est maître de son discours, il sait bien, il fait de bonnes promesses, mais tout le monde était surpris que les partis traditionnels ont été écartés. Alors il devrait trouver la balance, comme vous venez de dire, Mme Farida. Il est centriste. Alors il veut aussi attirer et polariser les autres partis. Ce n'est pas une surprise qu'il a choisi parce qu'il est intelligent. Il veut polariser, satisfaire tous les Français, comme vous venez de dire. Il l'a dit, lui, il l'a déclaré. Il l'a déclaré. Alors je crois que c'est très intelligent de sa part de choisir, malgré que c'est un autre parti, mais c'est l'assistant d'Alain Juppé, c'est un dégaulliste, c'est un républicain. Oui. Hein, et par conséquent, il peut polariser. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain avenir? Parce qu'il y a dans un mois ce qu'on appelle les élections législatives de l'Assemblée nationale. Au cas où la majorité de l'Assemblée nationale n'est pas du parti du Premier ministre, eh ben, tout sera bouleversé. Oui. Nous avons un président qui est centriste, nous avons un Premier ministre qui est de gaulliste ou républicain. Si la majorité, je suppose, devient par exemple de la droite ou bien de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, de la droite, Mme Marine Le Pen, eh bien, ce Premier ministre devrait concéder à son poste. Ça, c'est vrai. Mais moi, je pense que peut-être que l'élection de M. Macron démontre que les partis n'ont plus le poids qu'ils avaient avant. Les partis politiques, oui, justement. Absolument. Et qu'il y a une autre carte politique qui est en train de se dessiner. Je pense. Je ne sais pas si Emmanuel Macron est une nouvelle ère, voilà. une nouvelle brise voilà. qui a touché les Français. Et parce que l'alternative, nous avons vu comment il était premier avec 24%, Mme Marine Le Pen avec 22%, puis suivi par François Fillon, 21%, avec 19% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il n'avait pas tellement de poids, mais il a eu le support nécessaire des autres partis. Mais il le reconnaît et il le ressent. Absolument. Il tient compte de ça, c'est très bien. Ouais. Alors en fait, demain, on aura le nouveau gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il y aura également un changement radical dans le choix des ministres de ce gouvernement? Radical, je ne pense pas. Radical dans le sens, un seul parti par exemple, je ne pense pas. Non, c'est-à-dire il y aura un grand changement, je veux dire, dans les ministres. Oui, déjà le changement s'est effectué. Déjà le changement, comme a dit M. Badra, il y a un président que personne ne connaissait il y a un an. Personne. Mais il s'est imposé parce que les gens ont envie, une vraie envie réelle, envie de changer. De changer la configuration qui existait avant ça et qui n'arrivait à rien. N'oublions pas que M. Hollande, c'était peut-être quelqu'un qui a eu le plus bateau de popularité de je ne sais pas depuis combien de temps. C'était désolant. Et là, moi je crois que Emmanuel Macron est assez intelligent parce qu'il a dit même les électeurs de la droite, de l'extrême droite, j'en tiendrai compte, même. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut, comment dire, servir les Français et ça va aller de soi que sa popularité va encore
s'élargir. Ouais, je m'arrête ici à un point très important que vous avez mentionné, parce qu'il veut satisfaire les électeurs qui ont voté pour Mme Marine Le Pen. Voilà. Sans oublier que pour chaque 5 électeurs, il y a eu 3 pour Macron, mais 2 pour Marine Le Pen. Justement. Alors il y a une certaine division. Justement. Et les gens du nord de la France, j'ai appris, j'ai suivi, qu'ils ne reconnaissent pas, ils disent que ce n'est pas le président qui nous représente. Oui. Alors voulant satisfaire ces électeurs doit être un but de M. Justement. Macron. Et puis le fait que, bon, il sait qu'il y a les points faibles de l'ex-mandat, c'est-à-dire Monsieur Hollande. De Hollande. Donc il y a un problème de finances, il y a un problème de fiscalité, il y a un problème de location, de logement. Et ça, il l'a devant lui. Donc s'il va remédier à toutes ces failles-là, forcément, tous les Français vont être avec lui, même ceux de droite, parce que les gens veulent vivre décemment. C'est vrai. Veulent vivre avec, comment dire, avec... dignité. Dignité, justement. Alors, si on les maltraite, s'il y a des domiciles sans... des gens sans domicile fixe, s'il y a des... Enfin, il ne faut pas négliger les pauvres, il ne faut pas négliger les nécessiteux, parce que la réussite d'un guide, d'un commandant, d'un président, c'est de rendre son peuple heureux. Alors son peuple, ce n'est pas une partie seulement, c'est toute la France. Oui. Alors, Madame Falid, en fait, a parlé d'un point très important, c'est que le fait de ne pas avoir quelqu'un des 2 principaux partis politiques de la France montre qu'il y aura un changement majeur dans la carte politique de la France. Alors, est-ce que vous voyez que dans les jours qui viennent, tout va changer sur la scène politique de la France, pas seulement en ce qui concerne le gouvernement et les moyens de gouverner le pays, mais je parle des partis politiques et de la vie politique de la France également. Absolument. Le Premier ministre, il provient d'un parti traditionnel, c'est le Parti républicain des gaullistes, mais c'est lui comme président qui est centriste, qui est nouveau. À mon avis, les jours qui vont suivre, le cabinet qui sera formé, il y a 4 axes principaux. Le premier axe, c'est l'économie. Et c'est là la force de M. Macron, qui l'a beaucoup aidé à être élu. Le second axe, c'est l'axe de l'éducation. Le troisième axe, c'est l'axe de la relation avec l'Europe. Et nous avons vu sa première visite aujourd'hui, dès le premier jour de son mandat, de son quinquennat. Il décolle pour aller en Allemagne, pour vouloir dire au monde entier, à l'Europe, je suis là, je fais partie de l'Europe, de l'Union européenne, on va nous intégrer pour garder sa solidité. Et le quatrième axe, qui est le plus important à mon avis aujourd'hui pour la France, c'est le terrorisme. Comment combattre ce terrorisme? Alors le cabinet, la formation, les gens qui vont choisir devraient avoir de l'expérience, une crédibilité, comme on vient d'entendre dans le rapport, mais aussi une vision pour essayer d'accomplir ces 4 axes principaux. Et c'est ce qu'on va suivre avec lui. Mais je reprends l'Assemblée nationale, avec les élections législatives qui auront lieu le mois prochain, peuvent ou continuer ou peut-être restructurer. Le Premier ministre, je reprends, doit représenter la majorité de l'Assemblée nationale qui constitue de 577 députés. Alors, c'est pas peu. Mais lui, il a promu 428 délégués déjà pour ces élections. C'est un petit parti avec 260 000 membres déjà, un parti qui date depuis uniquement une année. Et moi, à mon avis, si M. Macron, qui est centriste, et si l'Assemblée nationale occupe la majorité avec les centristes, ça serait une seconde victoire inattendue. Et ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Parce que justement, lui, il a montré ses cartes. Alors, c'est maintenant le choix, c'est aux Français. Et moi, je pense que les Français vont le choisir. Parce que c'est vrai qu'il a eu 24%, et c'est vrai que... Le 23 avril. Le 23 avril. Mais à la fin, il a eu 64%. Absolument. Donc ça, c'est quand même, il y a une révision. Mais les 64, ils proviennent aussi d'une partie de Mélenchon, de Fillon. Oui, mais c'est quand même un choix. Absolument. Parce qu'il y a eu des abstentionnistes, c'est vrai. Mais la majorité a quand même... voté pour lui. Oui. Alors en fait, le choix de l'Allemagne comme premier pays à visiter, c'est juste le lendemain de son investiture. Ça montre vraiment, comme M. Badra vient de dire, le fait qu'il est très attaché à l'Europe et à l'Union européenne. Oui, ça c'est très bien. Parce que moi je suis contre la dissémination des pays.
Ouais. C'est pour ça que n'importe quelle force, comment dire, méchante, disons, pour ne pas dire plus, quand ils veulent faire du mal à un pays, c'est la division. Ouais. C'est la division, c'est la décimation. Et ça, ça fait perdre au pays sa force. Alors, si maintenant, l'Union européenne a été quand même, par les quelques années, depuis sa création, sa constitution jusqu'à maintenant, c'était quand même une force avec qui il faut compter. Et surtout les États-Unis. C'est vrai que les États-Unis n'étaient pas très, très chaleureux pour l'Union européenne. Mais je crois que l'Allemagne est très enthousiaste et très poussée à faire à maintenir l'Union européenne, parce que c'est quand même une troisième force ou une quatrième force qui réalise l'équilibre. Parce qu'on ne peut pas avoir une seule force dans le monde, faire ce qu'elle veut, juger comme elle veut. Moi, j'ai beaucoup de réserves. Vous êtes pour les États-Unis. Je crois que chaque fois qu'il y a une coalition ou un regroupement qui peut qui équilibre un peu les choses, c'est dans le bien du peuple et des États-Unis même, parce que la force comme ça, sans limite, c'est pas bien. C'est vrai. Et moi, j'aimerais retourner à ce que Mme Farida vient de dire, parce que vraiment, l'Union européenne, l'Europe, l'Allemagne surtout, regardez son intégrité. L'Allemagne, c'est la locomotive, quoi. La locomotive, avec la France, toutes les deux étaient les deux piliers pour commencer, pour débuter cette Union européenne. Mais il y a un point important, à mon avis, pour essayer de satisfaire la droite, le Front national de la droite de Mme Marine Le Pen, à mon avis, je prévois que M. Macron va proposer à l'Union européenne de certaines réformes constitutionnelles. Vous savez que la Constitution à l'Union européenne, il y a plusieurs articles, mais permettez-moi de citer uniquement 3 articles. Le premier article, c'est le mouvement des marchandises d'un pays à l'autre sans douane. Le second article, c'est le mouvement des capitaux d'un pays à l'autre sans aucune obligation. Le transfert transfert. Mais le troisième point, troisième article parmi plusieurs articles, c'est le mouvement d'un citoyen européen des pays de l'Europe de l'Est pour aller n'importe où il veut, parce que c'est l'Union européenne. Et ceci a causé beaucoup de... c'est ce que Marine Le Pen elle voulait bloquer les frontières. Fermer les frontières. Alors lui, comme je viens de dire, il y a 2 électeurs de 5 qui ont voté pour Mme Marine Le Pen. Et je prévois qu'il va proposer à l'Union européenne de revoir, de faire des changements, des amendements constitutionnels dans l'Union européenne. C'est ce que je prévois personnellement. Alors, Madame Farida, vous venez de parler aussi de l'opinion de M. Macron quant à la colonisation de l'Algérie, comment il est contre. Est-ce que il l'a condamné. Oui, bien sûr, il l'a condamné. Est-ce que vous voyez c'est-à-dire il y aura plus de rapprochement peut-être de la France avec le monde arabe et l'Égypte sous Macron qu'avant? Je pense, mais je pense aussi que le monde arabe ne doit pas rester figé. S'assoupir et dire oui, tout le monde va faire bien, tout le monde oui, c'est le bon Dieu qui va nous faire manger, qui va nous faire... C'est pas ça, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on fasse un effort, et beaucoup d'efforts même. Il faut qu'on essaye de convaincre le monde entier. Vous savez, moi j'ai écrit un article il y a peut-être 5-6 ans, même plus peut-être. Parce que, oui, avant 6 ans, parce que c'était du moment où il y avait le président Moubarak. Moi j'ai écrit qu'il y avait un projet, disons, entre parenthèses, avec les pays arabes, pour faire une chaîne, constituer une chaîne, pour améliorer et purifier l'image de l'islam. Et moi j'ai écrit un article dans lequel je dis que Naguib Mahfouz a obtenu son Nobel parce qu'il a décrit l'Égypte telle qu'elle est. Il n'a pas présenté les gens de Khan el-Khalili et de Asr el-Chou avec des chapeaux européens. Il les a présentés tels qu'ils sont, des citoyens égyptiens d'une certaine classe. Alors là, si vous voulez que le monde révise son impression et qu'il voit l'islam comme il est vraiment, pas comme... Alors il ne faut pas lui montrer une image comme ça factice, il faut corriger l'islam dedans, vraiment.
Alors, même s'ils ont des satellites et des 1000 chaînes, ils vont le voir en vérité, tel qu'il est. Alors, essayez d'améliorer notre conduite. Nous avons beaucoup nui à notre image en tant que pays à majorité musulmane, parce que nous avons laissé des monstres parler au nom de l'islam. Oui. Des monstres. C'est vrai. Alors, il ne faut pas plaindre les gens quand ils ont peur. Moi, je me souviens qu'avant, quand je montais dans un métro, par exemple, tout le monde me regardait, oui, madame, venez. Maintenant, quand ils voient quelqu'un qui a une tête arabe, ils sont dans tous leurs états. Et moi, je leur dis, je n'ai pas une ceinture explosive. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Alors là, c'est très important pour les rapports et pour aussi, comme a dit Dr Badras, pour les comment dire, les échanges et le libre, comment dire, la libre circulation, ou bien l'accueil des immigrants, des gens qui veulent qui demandent l'asile, par exemple. Ok, mais il faut qu'ils soient vraiment des gens qu'un pays peut les accueillir et leur donner des chances et qu'ils soient reconnaissants, pas qu'ils les tuent après, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour ça que la droite a eu beaucoup d'arguments contre nous. Et elle avait beaucoup de voix en plus, il faut dire. Alors, M. Badra, vous avez parlé des dossiers importants que M. Macron doit traiter d'urgence en France. Vous avez parlé de l'économie et du terrorisme, les deux sujets principaux, en fait, qui ont fait la plupart de la polémique au cours de la campagne même électorale en France. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il doit faire tout rapidement? Parce qu'on sait que même en France, les gens commencent à souffrir. Ils souffrent de problèmes économiques, souffrir de divergences, de points de vue. Alors, les choses à faire tout de suite. Tout de suite, pour combattre le terrorisme, est une chose qui est très difficile. Pourquoi? Si vous avez un arbre avec des fruits qui ne sont pas bons, vous pouvez couper ces fruits et les lancer au feu. Mais si l'arbre est là, eh bien, ces fruits seront reproduits. Justement. Alors, c'est un processus qui va prendre pas des mois, des années, du temps. Mais il faut commencer. Il faut commencer comment? Le message religieux est excessivement important. Ce que M. Macron, ce que son groupe, son cabinet et autres devraient voir, c'est comment, comme Mme Farida a dit, qu'il faut propager la vraie image de l'islam. C'est le rôle de l'Azhar, avec la conférence internationale de la paix qui a eu lieu récemment, et le pape François y a participé. Ça, c'est une première étape. Mais aussi en France, à mon avis, il faut aussi surveiller quelques mosquées, les dirigeants religieux qui essayent peut-être... Et le discours. Et le discours, c'est excessivement important. C'est un processus qui va prendre du temps. Je ne prévois pas que ça serait... C'est une guerre contre le terrorisme, c'est une guerre contre une idéologie qui doit changer tout à fait à 180 degrés. Pour l'économie, je crois que M. Macron, qui a de l'expérience, M. Macron a commencé sa carrière comme contrôleur financier. Et puis, il a joint une banque bien connue, la banque Rothschild, qui est une banque qui est possédée par des frères juifs qui l'ont soutenue. Et il a fait prospérer cette banque, il a fait une carrière fantastique. Ceci a attiré l'attention de M. François Hollande en 2012. Il l'a invité aux Champs-Élysées, il avait son poste aux Champs-Élysées. En 2015, il était nommé comme ministre de l'économie, de l'industrie, et par conséquent, il a fait quelque chose, il a une carrière qu'on peut respecter. Et puis, il a démissionné en août du poste de ministre. Je crois que pour l'économie, les offres d'emploi, combattre l'inflation, augmenter le pouvoir d'achat du citoyen français, tout cela sont différents points que M. Macron y est capable. Et je crois que ça pourrait être, dans quelques mois, on peut ressentir. D'abord, l'Union européenne, par sa visite en Allemagne, l'Union européenne va soutenir tous les besoins de la France. Et puis, si la France était sortie de l'Union européenne, ceci veut dire qu'il devrait reprendre tous les accords commerciaux avec les autres pays, ce qui poserait la France en déséquilibre. Ce n'est plus le cas. Par conséquent, le point de départ, gardant la relation avec l'Union européenne, est très positif pour M. Macron. Combattre le terrorisme est une chose qui va prendre des années.
l'économie. Je suis sûr que M. Macron est le meilleur candidat parmi tous les autres candidats qui étaient sur la scène et qu'on a suivi avec ces débats pour essayer de faire quelque chose pour le peuple français. Alors, Madame Falida, en fait, il faut dire que dans les mois qui ont passé, on a vu que la France avait parrainé plusieurs rencontres pour le Proche-Orient, pour les discussions palestino-israéliennes. Est-ce que vous pensez que M. Macron sera aussi pour une résolution, une solution rapide pour le Proche-Orient? Est-ce qu'il sera intéressé par la crise au Proche-Orient? Vous savez, il faut maintenant que tout le monde s'intéresse à ce problème. Parce que c'est un problème qui dure depuis des décennies. Et ça n'a jamais... Sans vous interrompre, aujourd'hui, c'est la 70e... C'est la 70e année. C'est pas vrai, 70 ans. Et ça a été vraiment un problème créé de toutes pièces. Excusez-moi. Il a été créé de toutes pièces et inventé par la Grande-Bretagne, la force occupante à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, soi-disant, qu'ils offrent une terre sans peuple à un peuple sans terre. Ça, c'est un mensonge abject. Mais vraiment, c'est nauséabond. Parce que c'est pas vrai. Parce que tous les réfugiés palestiniens, c'était quoi? Ils étaient sur une terre ou non? Et maintenant, sous les yeux du monde entier, Israël, c'est un État raciste, comment dire, qui exclut n'importe qui n'est pas juif. Et ça ne peut pas durer. Parce que comme on dit, comme a dit, vous savez, une fois, moi j'ai lu un article de M. Jacques Attali, qui était un très proche, le plus proche peut-être, le conseiller de M. Mitterrand. Et M. Attali est juif de religion. Ça n'a rien à voir. Nous, on n'a pas ça parce que nous, nous sommes le berceau des trois religions. Alors, M. Jacques Attali avait écrit un article dans lequel il dit la fin du rêve sioniste. Parce qu'il a mis trois éventualités. Je vais le dire très vite. La paix, et donc là, Israël va se dissolver va se diluer dans l'océan arabe. Ça, c'est la paix. La guerre, c'est impossible, parce qu'il y a un enchevêtrement des peuples. Donc, s'il va bombarder le Liban, ils vont, eux, sentir là. La troisième chose, c'est ni guerre ni paix. Et dans ce cas, les grands capitalistes qui sont venus pour avoir un marché arabe énorme, ils ont vu que c'est le peuple même qui boycotte Israël et qui n'aime pas Israël. Alors là, il faut résoudre ce problème, parce que tant que ce problème-là persiste, tout d'abord, les peuples arabes et la jeunesse arabe qui voient que c'est des gens qui parlent de démocratie, des droits de l'homme et qui voient des êtres humains souffrir et être chassés de leur maison et être pourchassés et être, comment dire, ils suffoquent sous cette... Alors là, je pense que Macron était quelqu'un d'intelligent et s'il a condamné l'occupation française, il ne va pas lésiner à condamner aussi l'occupation israélienne. Mais comme tout le monde le dit maintenant, bon, ce qui est fait, il faut deux États palestiniens. Alors, la droite stupide israélienne, avec à la tête M. Netanyahou, ils disent non. Ils nient un droit à un peuple de vivre. C'est pas vrai. Et nous voyons, nous, ça. Et ça ne peut pas durer. C'est vrai, vous avez raison. Mais de toute façon, il faut dire que M. Macron vient juste de d'arriver à la tête du pays hier. Alors, on va voir dans les jours qui viennent qu'est-ce qui va se passer. De toute façon, on va passer à notre deuxième sujet pour ce soir. On va parler de la Libye. En fait, il faut dire que la crise en Libye continue. Mais il y a pas mal de temps, l'Égypte, avec nombre de pays arabes, essaye de trouver une solution pour ce pays, essaye de mettre les deux grands protagonistes du pays sur la même table de négociation. On a vu M. Haftar qui était ici en Égypte pour rencontrer M. Sisi il y a quelques jours. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la situation en Libye, puis on revient pour plus d'explications et d'analyses.
Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu samedi au Caire avec le maréchal Khalifa Haftar, commandant général des forces armées libyennes. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ala Youssef, a déclaré que le président avait insisté lors de cette rencontre sur la position de l'Égypte vis-à-vis de la question libyenne, une position qui prône la solution politique et le dialogue entre les parties en conflit en vue de rétablir la stabilité dans ce pays voisin. Al-Sisi a surtout souligné la nécessité de rétablir l'intégrité des forces armées libyennes, vieilles de 77 ans, et l'importance de lever les restrictions sur l'exportation des armes à l'armée libyenne, principale force combattant le terrorisme dans le pays. Il a en outre affirmé la nécessité de lutter contre le financement et l'armement des groupes terroristes et de faire face à toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes. Le maréchal Haftar a pour sa part souligné son appréciation du rôle important que joue l'Égypte dans la crise libyenne et de ses efforts pour garantir la stabilité sur le terrain. Alors, mesdames, messieurs, on est de retour. En fait, il faut dire que, comme je viens de dire, il y a beaucoup d'efforts ces derniers temps pour trouver une solution à la crise en Libye. Alors, tout d'abord, Madame Faïda, comment vous trouvez le rôle joué de l'Égypte? Il faut dire que M. el-Sisi, il essaie à tout prix de trouver une solution pour la crise libyenne. Bon, tout d'abord, le président Sisi sait que notre force est dans notre union. Notre force en Égypte, c'est dans notre union en tant qu'Égyptiens, et notre force dans les pays arabes, dans le monde arabe, c'est dans notre union en tant que pays arabe. Ça, c'est premièrement. Ça, c'est la conviction de n'importe quel leader qui comprend très bien le rôle de l'Égypte. Ouais. Il y a un autre aspect, c'est une autre dimension, c'est que la Libye est à nos frontières. Ouais. Alors, on ne peut pas laisser ce bordel-là et cette anarchie-là sévir pour plus de temps. Parce que déjà, on a vu que l'Occident, surtout l'OTAN, ils ont dit qu'ils vont enlever Kadhafi pour instaurer la démocratie. Et nous voyons maintenant la démocratie. C'est comme la démocratie que Bush a instaurée en Irak. Après avoir... Non, il y a un problème. Moi, je dis qu'il y avait un plan pour décimer le monde arabe. Comme l'a dit Kissinger, il a dit que la plus grande garantie pour la présence d'Israël, c'est que le monde arabe soit divisé, décimé en mini-États ethniques et confessionnels. Donc, on voit maintenant, par exemple, moi je suis très vieille, je ne veux pas dire combien. Je vous laisse deviner. Vous n'avez pas l'air, madame. Hein? Si, je suis très vieille. Mais le problème, c'est que quoi? Moi, je veux savoir, est-ce que c'est maintenant, à cette époque-là, qu'on a réalisé que nous sommes, en tant que musulmans, divisés entre chiites et sunnites? C'est pas vrai. Est-ce que le différent entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah, c'était hier? Pourquoi? Pourquoi maintenant? Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment... Et en Libye, il y a... Moi, je connais des gens qui sont en Libye. Ils disent qu'ils n'ont jamais vécu un enfer comme ça. Et il y avait tout le temps Bernard-Henri Lévy là-bas. Il y avait Sarkozy qui était pour la démocratie en Libye. On a vu la démocratie. Alors là, il faut qu'on ressoude le pays à nouveau, qu'on essaye d'instaurer une force, une armée, parce que le président a dit qu'il ne faut plus, maintenant, il faut enlever le boycott sur les armes pour l'armée. Alors, les Daesh et les semblables sont en abondance des armes et l'armée, non. C'est pas vrai. Alors, il faut être vraiment stupide pour ne pas comprendre qu'il y a un problème majeur. Et je crois que nous, on a le droit de défendre notre existence et nos frontières. C'est vrai, oui. Alors, comment vous voyez la situation, docteur Badra, en Libye? Voilà, d'abord, ce que Mme Faria vient de dire, je suis tout à fait d'accord. Mais avant de toucher comment je vois la situation en Libye, j'aimerais donner une introduction générale de ce qu'on appelle la démocratie, quand l'Union européenne a voulu introduire en Libye la démocratie. Écoutez, la démocratie a deux grands ennemis. Si le peuple est illettré ou si le peuple est pauvre. Ça existe dans tous les pays, mais à autour de 2, 3, 4%,
Mais si ces taux sont élevés, eh bien, cette démocratie, à mon avis, ne peut pas pratiquement être faite sur le chantier. Parce que la démocratie n'est pas uniquement prendre un papier, le mettre dans une boîte de vote. La démocratie est une conception, la démocratie est une attitude, la démocratie est un comportement. La démocratie, on ne peut pas dire je vais à l'école ou bien je vais à l'université pour avoir un diplôme en démocratie. Justement. On ne peut pas dire j'ai mon doctorat en démocratie. La démocratie se transfère d'une génération à une autre en regardant un exemple devant soi. Et malheureusement, ce n'est pas le cas dans la région que vous avez mentionné, M. Sarkozy, M. Bush, etc., qui voulaient implanter cette démocratie dans un peuple. Non, ils ont prétendu. Ils n'ont pas voulu. Absolument. Mais ce n'était pas possible. Ah oui. Parce que la population, il savait. Et par conséquent, le résultat est le chaos qu'on est en train de voir dans les pays de la région et la Libye. Revenons à la Libye, Mme Farid a dit le point, le Conseil de sécurité, suite au fait que M. El-Kadhafi a quitté, ils ont imposé un embargo. Monsieur Ghaffar Haftar était ici en discussion avec notre cher président, M. Abdel Fattah el-Sisi, et M. el-Sisi est pour annuler cet embargo parce que l'armée sans outils, l'armée sans armes ne peut rien faire. Vous savez, la Libye, c'est un pays qui est large, en longueur, en largeur, en superficie. Très immense. Immense. Et je crois que la superficie est plus grande que l'Égypte. Absolument, absolument. La côte méditerranée est autour de 1600 km. Du nord au sud, c'est encore entre 1600 à 2000 km. C'est peut-être 2 fois la superficie de l'Égypte. Mais nous avons des frontières communes. Et par conséquent, cet embargo que le président El-Sisi a voulu lancer un appel au monde que le Conseil de sécurité puisse armer l'armée, puisse envoyer en vue d'envisager les forces terroristes, les forces comme le Daesh et autres. Qui sont armées tout le temps. Et qui sont armées. Qui reçoivent tout le temps des armes. Absolument. Et ça, c'est le vrai problème de la Libye. Justement. Et le problème de la région, à cause de la démécratie qu'ils ont voulu ou bien qu'ils ont pensé à faire dans le Moyen-Orient. Qui prétendent, comme Mme Farid. Qui prétendent, absolument. Nous avons de la chance. Les Égyptiens, nous devons être fiers et heureux que nous avons eu un président comme notre cher président Abdel Fattah el-Sisi. Et un peuple comme le peuple égyptien. Et un peuple comme le peuple égyptien qui a su protéger l'intégrité de notre pays. Sinon, on regarde autour de nous. Qu'est-ce qui aurait pu arriver dans notre pays? Alors en fait, Mme Farida, il faut dire qu'au cours de ces rencontres avec les dirigeants arabes, M. el-Sisi a à plusieurs reprises répété le fait qu'il faut prendre en main tout ce qui est dans le monde arabe par les Arabes. C'est-à-dire il faut trouver des solutions par les Arabes pour toutes les crises qui sévissent dans la région et non pas tout le temps avoir recours ou attendre une intervention étrangère. Et c'est un point très important, je trouve. Ça, c'est notre seule chance de survivre. Parce que, regardez par exemple l'Union européenne. L'Union européenne, qu'est-ce qu'il y a en tant que les éléments d'une unité? C'est une terre commune. Alors, il y a la terre commune, l'Europe. Mais il n'y a pas la langue commune, il n'y a pas les races communes. Alors que nous, on est, depuis la Mauritanie jusqu'à l'Arabie Saoudite, Zahran, ou jusqu'à, je ne sais plus, la fin de l'Irak, on parle la même langue. Moi, je peux, par exemple, en Libye, lire un journal. À Bahreïn, lire un journal. Au Maroc, et ainsi de suite. Et on communique ensemble. Donc, et on a la même culture, donc la même terre, la même langue, la même culture, et on est divisé comme jamais. C'est pas vrai. Il y a un problème là. Et moi, évidemment, je sens que ceux qui portent la première responsabilité, c'est les dirigeants arabes, enfin depuis le temps. Et on n'a pas, c'est notre salut. Il n'y a pas d'autre salut. Il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut qu'on commence au moins à coopérer ensemble. Maintenant, laissons l'unité arabe de côté, parce que c'est l'unité arabe qui nous a comment dire, affolé les ennemis, les autres. Et c'est arrivé à Mohamed Ali en 1840 et c'est arrivé à Abdel Nasser en 1967. Il faut pas, on n'est pas dupe à ce point. Parce que pourquoi? Parce que tout le monde sait que quand il a fait, il a fait son discours d'El Azhar en 1956, il a fait son discours pour assurer qu'il ne va pas se rendre à l'ennemi, aux ennemis, enfin à l'époque. Il y a eu
ils ont fait, le peuple arabe a fait exploser les tuyaux de pétrole depuis Al-Zahran, en Arabie Saoudite, jusqu'à Tripoli, en Libye. Ouais. Alors, ils ont vu là le danger. Ouais. Et ça, ils ont juré peut-être, ils ont tenu promesse de ne plus laisser les Arabes s'unir. Ouais. Mais je crois qu'on va quand même, parce qu'on voit, nous voyons maintenant, nous vivons le côté très négatif de notre division. Ouais. Alors justement, est-ce que cette fois-ci, ils vont nous laisser faire ça? Ça allait être ma prochaine question. Est-ce que cette fois-ci, ils vont laisser les Arabes ou les dirigeants arabes qui commencent à vraiment se sentir ce danger de s'unir et de trouver eux-mêmes les solutions de leurs problèmes? Vous savez, ils vont nous laisser ou pas. C'est dans notre main, parce que il faut avouer que les superpuissances, aujourd'hui, font ce qu'elles veulent. Et en tant que puissance des pays arabes, je crois qu'on ne peut pas rester de côté. On ne peut pas se partager une discussion sans être égal à son partenaire. Si on ne l'est pas, si on n'a pas les cordes en main, si on n'a pas les puissances, moi personnellement, j'en doute, je respecte beaucoup ce que vous venez de dire. C'est un souhait, c'est un désir que nous avions eu, ça fait des années. Mais je ne crois pas que ça sera à mon temps. Je ne le pense pas. On espère. On espère, voilà. Mais ça serait peut-être au siècle prochain. Mais il faut que les cordes de puissance puissent être dans les mains du monde arabe. Et les cordes de puissance qui étaient, comme vous avez dit, vous avez parlé de tuyaux de pétrole, c'était le pétrole. Le pétrole qui était une source qui pouvait nous donner, nous accorder cette puissance pour dire notre mot, pour rester à table en équivalent. Aujourd'hui, je pense que c'est un souhait, c'est un désir, mais moi, personnellement, pour être réaliste, j'en doute qu'ils vont nous laisser faire, parce que La Fontaine avait dit la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point, parce que je trouve qu'on a les moyens maintenant. On a l'argent, il y a les pays qui ont l'argent, on a le pétrole comme toujours. C'est vrai que la plupart des armées arabes ont été détruites, mais il y a l'armée égyptienne, d'autres pays. Je crois qu'on pourra le faire si on veut. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas négatif. Il y a le peuple aussi qui a changé, le peuple arabe. Je ne parle pas seulement du peuple égyptien, mais même les pays arabes, leur peuple a changé. Il faut le dire. C'est possible, les jeunes arabes en général ont changé de mentalité, de culture. Je trouve que c'est le temps de le faire. C'est possible, c'est le temps de le faire. Il faut commencer, il faut essayer de nous rassembler, de voir ce qu'il y a de commun, de nous amalgamer, d'éliminer nos divergences, de converger nos buts. C'est une chose qui prend des années. Regardez qu'est-ce qui se passe dans les pays du Golfe. Nous connaissons un certain pays sans nommer le nom. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire contre l'Égypte et autres. Mais ce pays-là, il n'agit pas seul. Il n'a aucune volonté. Il ne peut pas prendre une décision d'aller visiter le voisin. Nous savons très bien, c'est vrai. Alors, qui fait ça, Madame Farid? C'est la grande puissance. Justement. Alors, c'est ça. Alors, on ne va pas nous n'allons pas nous résigner à ça. Il faut je vais vous dire quelque chose. Moi, je me souviens avoir lu à Paris, quand j'étais à Paris, que l'attitude du peuple égyptien le soir du 9 juin, parce que déjà il buvait à la santé du départ de Nasser. Alors, l'attitude du peuple égyptien le soir du 9 juin a changé la stratégie du monde. La stratégie, je me rappelle très bien. Parce qu'ils ont vu que, c'est vrai, ils décident, mais ce n'est pas certain que leurs moyens sont les seuls. Nous avons eu la même chose le 30 juin 2013. Pourquoi? Qui aurait pu imaginer un jour? Moi, je n'aurais pas pu imaginer. Je suis allé, je suis descendu à la Révolution. Mais le 30 juin, il y a eu, j'ai lu ça à l'agence France Presse, entre 35 et 40 millions d'Égyptiens dans les rues. Ils disent, eux, un coup d'État comme ils veulent. Mais on l'a vu, nous. Oui, on a vu ce nombre. Alors, ça, c'était juste avant l'exécution de l'accord entre les frères se disant musulmans et l'étranger. Comme quoi ils vont résoudre le problème palestinien en donnant le Sinaï, comme quoi ils vont décimer l'Égypte aussi, la diviser entre le nord musulman, le sud chrétien, la Nubie, je ne sais plus quoi. C'était un plan préétabli et connu. Mais là, c'est un peuple qui n'a pas de... Personne ne peut deviner ce qu'il va faire. Et c'est ça,
moi, à la place des puissances occidentales, je réfléchirais. Parce que c'est un peu difficile de continuer comme ça à nous décimer. Maintenant, on reprend. Il faut savoir qu'on reprend. Et puis, maintenant, on sait très bien, on a pris conscience qu'on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés et attendre la grâce du ciel. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on lutte, il faut qu'on produise. Il faut qu'on redevienne comme les années 60, par exemple. Je veux dire, pas les mêmes données, quoi, parce qu'on a changé, mais la même volonté de bâtir et la même mentalité. Alors j'aimerais bien terminer cette partie avec cette note d'optimisme, Madame Farida. En fait, on va passer à notre dernière partie qui concerne l'Égypte. Cette fois-ci, c'est les projets inaugurés hier par Monsieur le Président en Haute-Égypte. Il faut dire que ce dernier temps, on voit l'effort déployé par l'État et Monsieur le Président en ce qui concerne les projets concernant l'infrastructure et toutes les régions qui nécessiter vraiment ce genre de projet. Hier, M. Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu dans les provinces de Qena et Sohag où il a inauguré des projets de développement achevés au cours d'une vidéoconférence et inspecté des projets également qui sont en cours de construction. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant ces inaugurations d'hier et puis on revient pour plus d'analyse. Le président Abdel Fattah el-Sisi a visité hier les provinces de Qena et Sohag situées en Haute-Égypte. Au cours de cette visite, le président a inauguré plusieurs projets de développement et de services et a inspecté le projet d'1,5 million de fêtes-dents au nord de la ville de Qena dans le désert de Marashda. En s'adressant à l'audience, le président a exprimé sa reconnaissance aux Émirats arabes unis qui a participé au financement de ce projet. Il a ajouté que le gouvernement œuvre pour fournir les produits de première nécessité, moyennant des prix raisonnables, tout en soulignant que la réforme économique vise à reprendre la valeur de la livre égyptienne. Pour sa part, le Premier ministre Cherif Esmaïl a déclaré que les derniers projets accomplis prouvent que l'Égypte est sur la bonne voie, tout en ajoutant que le gouvernement s'engage à développer la production et les services. Selon le Premier ministre, les projets nationaux visent à restaurer la stabilité et le progrès économique et réalisent la sécurité sociale. Sisi a par ailleurs visité la compagnie holding des silos de blé à Marashda, financée par les Émirats arabes unis sous les auspices de l'autorité du génie militaire. Parmi les autres projets inaugurés figure également l'axe routier de Girga dans le gouvernorat de Sohag qui contient 5 tunnels et 4 ponts et relie les 2 autoroutes des déserts oriental et occidental. Le chef de l'État a également déclaré avoir chargé la police et les forces armées de confisquer les terrains appropriés de façon illégale. Alors, Madame Farida, tout d'abord, comment vous voyez ce développement qu'on voit ce dernier temps en Égypte, tous ces projets qui sont créés et inaugurés de temps à autre? Vous savez, moi, j'étais optimiste depuis l'arrivée du président Al-Sisi. Mais hier, j'ai vu réaliser, j'ai vu incarner mon optimisme. J'ai vu des parties de la Haute-Égypte comme la Suisse, comme l'Allemagne, C'était vraiment un spectacle, vraiment à pousser l'espoir jusqu'au bout. Et je vois que c'est quelqu'un qui adore l'Égypte. Et c'est pour ça que le peuple l'aime. Et j'ai vu pour la première fois, j'espère qu'il n'est pas francophone, il ne va pas m'en vouloir pour ça. Comment? On peut lui traduire. D'accord, je vais lui dire non, ils ont mal traduit. Je vais mentir une fois. Mais je l'ai vu ferme pour la première fois. Parce que d'habitude, il est très doux, il est très gentil. Mais hier, il a adressé un avertissement aux saboteurs, aux voleurs, tout ce que tu veux, mais c'était direct et ferme et résolu. Et ça m'a encore, ça m'a rempli plus encore d'espoir. Oui, c'est très bien. Alors, docteur Badra, comment vous avez vu, vous voyez en général tous ces projets en Égypte, surtout que vous êtes dans le domaine également des affaires, alors comment vous trouvez ça pour l'économie égyptienne? Absolument, j'étais optimiste de même, et hier on a vu ces méga projets, ces projets méga
qui ouvre une nouvelle porte. Le président El-Sisi n'a pas hésité dès sa venue au pouvoir en juin 2014, ça fait 2 années et 9 mois peut-être qu'il est au pouvoir. Non, pardon. Je crois que 2014, il est venu. Et le docteur Adli Mansour, c'était 2013, en juin, 3 juin jusqu'en 30 juin 2014. Alors ça fait 2 années et 9 mois à peu près qu'il est au pouvoir. Il n'a pas cessé, il n'a pas hésité à ouvrir de nouvelles possibilités pour élever le niveau économique. On a dit tant au peuple égyptien d'être patient. Et voilà, on commence à s'inspirer un nouvel espoir, à incarner cet espoir, à incarner un meilleur niveau de vie bientôt, espérons avec des réformes économiques. Nous avons vu le 3 novembre 2016 ces réformes économiques de flotter la devise, de faire une nouvelle loi d'investissement qui sera bientôt lancée avec des réformes administratives. Mais vous avez dit quelque chose de très important que j'aimerais souligner, que le peuple égyptien doit aussi travailler, doit assumer sa responsabilité. Les Égyptiens ont une tâche à faire. Et j'ai beaucoup aimé, j'aimerais relier ce que M. Emmanuel Macron a dit dans ces débats, qu'il veut inspirer l'esprit de conquête. C'est un mot qui veut dire beaucoup. Si on peut s'inspirer de cette expression, si le peuple égyptien se met en tête de travailler en croyant en cet esprit de conquête, que nous, Égyptiens, nous pouvons faire des miracles, nous pouvons faire des merveilles dans l'avenir, ça viendra, mais petit à petit. Mais je crois que nous sommes sur les premiers bons pas, et je crois que toutes les idées, tous les projets seront concrétisés bientôt. Je prévois une année en grand maximum pour qu'on puisse dire, voilà, on peut s'inspirer de bons résultats pour le peuple égyptien. Mais ce sont aussi les Égyptiens qui ont bâti les pyramides et qui ont bâti le haut barrage. Et quand ils sont bien dirigés, il y a la volonté aussi. Ils sont sans concurrents. Oui, c'est vrai. Alors, Madame Falida, il faut dire aussi qu'au cours de ces rencontres et de tous ces entretiens de Monsieur le Président, on a eu maintenant l'habitude de voir Monsieur le Président tout le temps s'adresser à la nation, s'adresser au peuple, parler aux gens, dire la vérité. Alors, comment vous trouvez aussi ça, ce qui est nouveau pour nous, les Égyptiens aussi? C'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Oui. Parce qu'il y avait des présidents qui nous disaient, oui, on fait tout est très bien, ça va, tout est merveilleux. On dormait sur nos lauriers et voilà le résultat. Alors là, je crois qu'il nous parle franchement parce qu'il s'attend à ce qu'on l'aide. D'ailleurs, il a dit hier, aidez-moi, il faut qu'on l'aide. Mais malheureusement, moi je crois que il y a eu tellement de difficultés dans notre pays et de gens qui n'ont pas du tout le souci de ce que sera l'Égypte, qu'on n'a pas de parti, de vrai parti. C'est un peu comme la France, mais on est pire, nous, bien sûr. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a été issu d'une formation politique et qui a attiré, par exemple, l'intérêt des Égyptiens. Alors là, un peu, je compatis avec lui et j'ai envie que nous tous, nous faisons un effort. Parce que quand nous faisons un effort, nous arrivons. C'est vrai. On a vu, par exemple, les routes, on a vu, comment dire, il y a eu beaucoup de projets hier. Oui, c'est vrai. Les ponts. Les routes. Les ponts. Les silos de blé, c'est quelque chose de... Le blé, les silos de blé. Bien sûr. Les réserves de blé, c'est très important. C'est très beau, c'est très... Ça donne envie de vivre et de travailler et d'espérer, justement. La Haute-Égypte, c'est quelque chose de nouveau. La Haute-Égypte a toujours été isolée et peut-être... Et comment dire, maltraitée. Oui. Je vous remercie infiniment. En fait, on n'a plus le temps. Je vous remercie infiniment, Madame Falida. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci également, Docteur Badra. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci bien. J'ai un petit mot. J'aimerais louer Madame Falida pour son article aujourd'hui à El Ahram. Je l'ai vu. Je suis un lecteur régulier de vos articles. C'est un plaisir immense. Mais je dis la vérité. Vos articles bimensuels au quotidien El Ahram. Je suis un lecteur régulier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Madame, Monsieur. C'était tout pour cette édition. Je vous remercie. Demain, une nouvelle édition. Au revoir.